Bretagne 5, où il est pile 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Axel Fachus. Il est animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère. Et il est en direct avec nous ce matin après un petit parcours en train, puisqu'il nous arrive de Brest, je crois. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour Stéphane et merci de me recevoir. Alors on va parler évidemment de politique comme on le fait chaque matin dans la matinale et j'avais envie de commencer par la nomination du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Ministre d'ouverture, dit-on. On entend quand même plutôt dans les rangs de gauche ministre de droite. En tout cas Premier ministre de droite. Ah bah oui, totalement. Michel Barnier est engagé depuis plus de 50 ans en politique et a toujours défendu une politique de droite, évidemment, une droite plutôt traditionnelle, qui quand même depuis quelques années m'interroge sur ses positions, parce que il n'était pas favorable au barrage républicain, parce que il est sur certaines décisions, sur certaines idées de son programme proche du Rassemblement national, notamment sur les questions d'immigration. Donc non, c'est absolument pas un gouvernement d'ouverture qui va se préparer, je le crois. Et surtout, Michel Barnier, aujourd'hui, représente les LR, qui sont le parti qui a vraiment perdu ses élections législatives. Ça, on ne sait pas forcément qui est vainqueur de ces élections, mais en tout cas, on sait qui a perdu. Et de ce fait, je crois qu'il va nommer des ministres de droite. On le voit dans ses réunions, notamment avec les cadres de LR. Alors, il continue de consulter Michel Barnier. On nous promet un gouvernement pour dimanche peut-être. Alors peut-être avant, voilà, ça va être le grand mystère. On attend beaucoup finalement depuis ces élections législatives. Il y a eu la séquence des Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont un petit peu détourné nos regards de la politique. Mais c'est trop long cette séquence. Totalement. On le voit avec le budget. Ce qui se passe est irresponsable parce que le président de la République a mis plus de 2 mois à nommer un Premier ministre sans discussion véritable. Il a consulté les forces politiques. Il met 2 mois comme si on faisait de grandes négociations pour une grande coalition comme en Allemagne. Et au final, on se retrouve avec un LR Premier ministre que Emmanuel Macron dit comme opposant politique, adversaire politique. Alors, il n'y a pas de coalition. 2 mois pour cela. Je comprends pas. Et de ce fait, vous le voyez bien, il y a un problème dans les délais, notamment avec le budget qui va être retardé. On sait comment le budget est une loi importante dans l'année parce qu'il conditionne tous les ministères, il conditionne toutes les aides sociales, les services publics. Et avec la demande forte qu'ont fait les Français pendant les élections, je pense que c'est pas sérieux. Voilà, il y a une attente en tout cas pour connaître les contours de ce nouveau budget, alors qui devait être voté, en tout cas adopté au 1er octobre. Et là, on parle du 9 octobre. Voilà, il y aura un petit recul sur ce budget, avec aussi, et vous le disiez, Axel Fachus, une attente très importante des Français qui ont voté en juillet dernier, alors qui ont porter les forces de gauche d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, avec quand même 11 millions de voix pour le Rassemblement national. Il y a une alerte là, une alerte sérieuse. Totalement. Et elle date depuis longtemps, cette alerte. Cela fait quelques années que le RN se qualifie au second tour, est toujours très haut dans les scores, même s'ils n'ont pas gagné ces élections législatives, parce que je crois que certains ont eu le sens de la République, avec des barrages républicains et des désistements. Et qui ont fonctionné. On disait que le barrage républicain ne fonctionnerait pas, et pour le coup, il a fonctionné. Il a fonctionné, mais le Rassemblement national a pratiquement doublé son groupe quand même. Donc ils sont toujours présents, ils se sont renforcés, et là, il faudra toujours se méfier et ne pas se disperser à ce moment-là. Le Rassemblement national peut être faiseur de roi, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, à savoir si demain il y a une motion de censure qui a été présentée contre le gouvernement formé par Michel Barnier, après le discours de politique générale par exemple, le Rassemblement national peut rebattre les cartes. En tout cas, on voit que Marine Le Pen joue un rôle étonnant. Parce que en fait, elle devient la béquille du gouvernement Barnier. Alors elle qui promettait avec Jordan Bardella depuis des années
d'incarner le changement, la rupture, tout inverser dans le système, finalement, elle entre dans un moule et vient en aide à Michel Barnier pour son investiture, en tout cas suite à son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Et donc, il va être possiblement investi grâce aux voix du Rassemblement national, sinon il était censuré tout de suite. Il y a une forme de normalisation, si vous me permettez le terme, du Rassemblement national aujourd'hui. Totalement, c'est leur stratégie. Depuis quelques années, on le voit évidemment dans les propositions et dans les médias. Le programme ne correspond pas forcément à ce qu'ils disent dans les médias et ce qu'ils votent au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Donc oui, ils essayent de se dédiaboliser et de montrer qu'ils sont un parti qui est autant respectable que les autres. Cependant, je crois que nous n'avons pas oublié le passé et ce qu'ils portent. Donc c'est toujours un parti contre lequel on se bat. Alors, il faut entendre les électeurs, hein. On le dit à chaque élection. Là, les électeurs ont émis une alerte, on fait part d'une colère. On imagine bien que les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national n'adhèrent pas forcément aux idées du parti en question. Est-ce que la gauche doit s'emparer, doit essayer d'analyser ce qui se passe avec ces électeurs qui sont perdus finalement pour la gauche, qui sont perdus pour les forces républicaines? Je crois qu'il y a malgré tout de plus en plus d'adhésion à ce que porte le Rassemblement national. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce qu'on parle de colère, mais la colère, elle dure. Mmh. Et je pense que ce que fait Emmanuel Macron, notamment depuis des années, favorise en tout cas et agite les colères qui font que certains citoyens et citoyennes vont vers le Rassemblement national. Évidemment, la gauche doit s'emparer des sujets, ne pas avoir peur d'aller sur les thèmes du Rassemblement national. Moi, vraiment, c'est un combat que je porte. Je veux pas qu'on ait une gauche molle qui ait peur. Mmh. Moi, je veux vraiment qu'on s'empare des sujets et qu'on y aille de front pour pouvoir les combattre jusqu'au bout. Donc il faut parler de sécurité ou d'insécurité, il faut parler des flux migratoires, des réfugiés, des migrants, il faut en parler alors qu'aujourd'hui, là encore, des drames nous rappellent ce qui se passe dans la Manche par exemple. Il faut en parler, il faut s'emparer de ces sujets. Oui, effectivement, parce que en réalité, ce qu'il se passe, notamment dans la Méditerranée, est inadmissible. Et faire porter ça sur des questions de sécurité derrière, comme le fait le Rassemblement national, est parfaitement irrespectueux. Pourquoi ? Parce qu'il faut aujourd'hui parler évidemment de ces sujets, pas que de ces sujets comme le fait le Rassemblement national. Eux, tout leur programme tourne autour de l'immigration. On sait que les Français et les Françaises ont énormément de problèmes liés au service public, liés à d'autres sujets. Donc il faut en parler. Alors, évidemment. Justement, Axel Facius, le service public, c'est aussi une des revendications des Français, particulièrement. Alors, on va pas opposer les Français des bourgs aux Français des villes. Hein, on a entendu beaucoup ces formules ces temps derniers, mais dans les zones rurales, ici en Bretagne en particulier, il y a une forme de sentiment d'abandon. Les services publics ferment, l'hôpital a du mal à rester. Là aussi, c'est le cas dans les Côtes-d'Armor ou même dans le Finistère. On a le sentiment de déclassement, on a le sentiment que le service public abandonne justement les villages. Là aussi, il va falloir avoir une politique rurale quelque part, repenser la ruralité, repenser ces territoires, j'aime pas tellement le terme, mais enfin en tout cas ces zones rurales qui sont un petit peu oubliées parfois. Oui, effectivement, et pour le coup, la nomination de Michel Barnier est une suite à la politique d'Emmanuel Macron car elle est libérale. Mmh. Et pour pouvoir, en tout cas, réavoir des services publics dans ces zones rurales, c'est tout sauf une politique libérale qu'il faut. Il faut un investissement massif dans ces services publics. Il faut que dans tous les villages, dans toutes les communes plus petites, chacun ait un médecin, la poste, tous les services publics qui sont hyper nécessaires. Alors, on parle de rupture. La gauche a mis en avant, alors je dis la gauche, l'union de la gauche, hein, il y a des nuances avec le PS ou avec LFI évidemment, mais a mis en avant justement le fait de pouvoir réinvestir le terrain des services publics. Michel Barnier parle d'entendre, d'écouter tout le monde et d'avoir peut-être une politique de rupture avec la politique jusqu'alors conduite par le président de la République et ses gouvernements successifs. Est-ce que vous y croyez ? Non, je ne crois pas à ce que dit Michel Barnier depuis le départ. Il porte une politique libérale, économiquement et conservateur sur le progrès social. Donc, c'est pas une rupture qu'il va faire.
Il va faire une continuité de ce que fait Emmanuel Macron, peut-être un changement de méthode, parce qu'il a un peu plus d'expérience et peut-être un peu plus de conviction politique qu'Emmanuel Macron. Mais cependant, vous savez, il ne représente pas forcément un grand groupe à l'Assemblée nationale. Je crois pas que les Français ont décidé d'avoir un gouvernement LR qui dirige la France. Les Français les ont placés derniers des élections législatives. Donc je crois que non, c'est pas un changement. Alors, on a entendu aussi de la bouche de Michel Barnier le fait de vouloir ouvrir à gauche. Alors, il a contacté des personnalités, parmi eux Stéphane Le Foll, le maire du Mans, le maire PS du Mans, qui a dit voilà, moi je n'irai pas, c'est un non catégorique. Eh ben heureusement, parce que j'ai envie de dire, ceux qui rentrent dans le gouvernement Barnier ne peuvent pas se dire de gauche. Pourquoi ? Parce que on a eu un programme à gauche, on a une stratégie avec le nouveau Front populaire. Quand on ne respecte pas cette stratégie ou ce programme, eh ben je vois pas qu'est-ce qu'on porte ou qu'est-ce qu'on représente. Donc évidemment, je vois pas où voit son ouverture à gauche de Michel Barnier. Évidemment, le but c'est de trouver des majorités. Donc si Michel Barnier nomine Ségolène Royal ou Stéphane Le Foll dans son gouvernement, je sais pas forcément ce que ça représente et qu'est-ce que ça pèse à l'Assemblée nationale. Si c'est vraiment faire de la gauche pour dire de gauche. Alors il y a l'Union de la gauche, hein, le nouveau Front populaire. Alors avec aujourd'hui on voit un petit peu les choses tanguer à LFI. On a vu les huées qui ont accueilli François Ruffin, par exemple à la fête de l'Humanité. Est-ce que la gauche va tenir ? C'est un petit peu aussi la question que les observateurs se posent. Il y a beaucoup de nuances à gauche, beaucoup de courants. Est-ce que l'Union de la gauche ne risque pas finalement à un moment ou à un autre de craquer ? Eh ben, certains font peser ce risque. Et c'est tout ce que cherchent Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en réalité. Parce que si notre bloc, il se divise, eh ben, derrière, c'est ouverture totale pour Emmanuel Macron ou pour Marine Le Pen. Et surtout en 2027, où Marine Le Pen et Jordan Bardella ont un espace politique qui est clair. Donc, nous, notre bloc, on l'a vu. Quand il est uni et quand il marche avec un programme clair, ça fonctionne, on l'a vu aux élections législatives. Donc, c'est pas le moment de se disperser. Et ce qui s'est passé à la fête de l'UMA, franchement, c'est ridicule. Parce que François Ruffin, il porte des combats légitimes depuis longtemps. Il se bat justement pour les sujets de ruralité, pour les services publics, le travail, et qu'il soit rémunéré ce travail. Et donc, je pense pas que ce soit une bonne idée de le huer. Pas du tout. C'est une querelle de personnes finalement entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, une rupture entre les deux personnages. Mais Jean-Luc Mélenchon, en réalité, dans ses prises de position, est parfois très clivant. Et je pense que c'est ça qui dérange François Ruffin, qui cherche en tout cas à faire gagner la gauche par ses méthodes et ses prises de parole. Et je crois pas qu'on doit taper sur LFI, taper sur les écolos, taper sur les communistes. Non, on doit faire un bloc qui est clair. On a tous des divergences, on a tous des sujets où on n'est pas forcément d'accord. Ça n'empêche pas que sur l'essentiel, on est d'accord. On veut plus de social, plus d'écologie, plus de démocratie. Alors avec aujourd'hui une grande angoisse, une angoisse sociale, et justement elle se tourne vers la gauche, cette angoisse sociale, avec des revendications des étudiants qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir, des travailleurs aussi qui ont du mal aussi à se loger, à boucler les fins de mois. Les Français râlent parce qu'au niveau social ça ne fonctionne pas bien, en tout cas en France aujourd'hui. Les gens là aussi ont un sentiment de déclassement. On entend les fonctionnaires aussi qui menacent de manifester également parce qu'ils demandent des revalorisations. Est-ce que aujourd'hui le grand sujet c'est aussi le social, c'est ce qui fait que les Français ont contesté, en tout cas dans les urnes, se sont tournés par exemple là encore vers le Rassemblement national? C'est vrai que depuis 7 ans de politique d'Emmanuel Macron, très libérale, avec des coupes budgétaires énormes sur certains ministères, notamment sur l'enseignement supérieur et ce qui fait des impacts terribles pour les universités. Hein. Je suis étudiant à l'UBO et pour le coup, on voit directement beaucoup moins d'heures sur certains cours, etc. Alors l'UBO, on va situer pour nos auditeurs, hein, c'est l'université de Bretagne occidentale. Hein. Et donc, ces coupes budgétaires font derrière, évidemment, des heures réduites sur certains cours et certains apprentissages. Et donc, les Français et les Françaises,
ils ont des services publics qui fonctionnent mal, le pouvoir d'achat qui évidemment baisse fortement avec l'inflation, et je crois que cette colère sociale, elle doit se montrer, se manifester et surtout aller voter, parce que c'est ça qui change les choses. Et en tout cas, nous à gauche, nous avons des propositions fortes. Le SMIC qui augmentera tout de suite par décret si nous arrivons au pouvoir. Le point d'indice des fonctionnaires augmenté de 10%. Donc évidemment, c'est des propositions qu'on doit porter et évidemment essayer de réduire cette colère sociale et cette crise sociale. Alors on a entendu le ministre démissionnaire de l'économie, Bruno Le Maire, dire que le programme de la gauche était intenable parce qu'il était trop coûteux, trop onéreux. Alors c'est étonnant d'entendre des leçons de Bruno Le Maire qui un coup tape sur les collectivités territoriales qui n'ont plus assez de dépenses, alors que c'est eux qui ont supprimé évidemment des aides aux collectivités. C'est celui qui a fortement accentué la dette de la France et qui fait des coupes budgétaires à tout va. Alors entendre des leçons d'économie de Bruno Le Maire, je crois pas que c'est c'est en tout cas efficace et c'est la réalité, sachant que notre programme, je le rappelle, a été chiffré. 300 économistes soutiennent le programme et disent qu'il marche avec des investissements, mais tout de suite fléchés et évidemment notifié qu'il y a des recettes claires. Avec une dette assez abyssale, plus de 3000 milliards d'euros, l'Europe qui pointe la France du doigt, alors d'autres pays également. Il y a un risque de dérapage budgétaire. Il faut économiser aussi, à la fois économiser, mais aussi pouvoir aider socialement les Français et plus largement améliorer la qualité de la vie et faire en sorte justement qu'au niveau social il n'y ait pas une explosion. L'équation est difficile à ce niveau-là. Ah bah oui, c'est évidemment difficile, sachant que l'Union européenne aujourd'hui a une politique de rigueur budgétaire et donc qui contraint fortement les États parfois. Alors que pendant la crise Covid notamment, elle s'était montrée plus indulgente et plus tournée vers les investissements. Aujourd'hui, il y a de nombreux leviers qui sont à notre disposition et qu'on n'utilise absolument pas et qu'on n'étudie même pas. Et notamment la taxation des super profits ou des ISF tournés vers un volet climatique, je pense que c'est des solutions qui marcheraient très bien. Dire qu'on taxe les super profits, faut pas en avoir peur. C'est pas un gros mot. Faut pas en avoir peur. On dit pas on va taxer tout le monde. Les riches, vous pouvez en avoir très très peur. Non, absolument pas. On dit que les ultra riches et les fortunes très très élevées, elles contribuent peu aujourd'hui en France. Et nous on dit qu'on rétablit un impôt un peu plus, en tout cas réparti et un peu plus juste, qui permettrait de financer de nombreux projets et de nombreuses aides sociales. C'est le système français depuis 1945 avec évidemment un ruissellement. Voilà le projet qui fut mis en place par le Conseil national de la résistance. Finalement, l'équation, c'est de l'économie d'un côté, pas de rigueur, mais de l'autre côté, une meilleure utilisation finalement de l'argent public. Ah oui, c'est exactement ça. Il faut arrêter de faire des dépenses inutiles parfois, revoir en fait tout notre système économique français. Il y a des dépenses, je crois, qui sont nécessaires. Les aides sociales, investir dans la recherche, investir dans nos écoles et les services publics en général. Ça, c'est essentiel. Par contre, il y a certaines dépenses en France, je pense, qui méritent d'être regardées. Et je pense à notamment des affaires comme McKinsey, où on voit des milliards d'euros qui sont dépensés dans des cabinets d'études. Je pense que ça, on peut revoir ces nombreuses dépenses. Ouais. Voilà, il y aura d'ailleurs un sujet, un reportage chez nos confrères de France 2 ce soir dans Complément d'enquête. Voilà, je fais la petite promo pour nos confrères. Aujourd'hui, la gauche a un terrain favorable si elle veut s'unir et pouvoir avancer face au Rassemblement national pour peut-être faire une forme de reconquête. Vous me permettez le terme, il est peut-être un peu mal choisi, mais du terrain perdu, parce que finalement la gauche a perdu sur le terrain des employés, des ouvriers, là encore des agriculteurs par exemple. Il faut aller parler directement, il faut faire du terrain, il faut aller rencontrer les Françaises et Français sur le terrain, leur expliquer les choses.
Il faut évidemment retourner sur le terrain, ne pas avoir peur d'investir des collectifs, d'aller dans les entreprises, d'aller voir les salariés, parce qu'en fait on a pendant trop longtemps été dans les bureaux et à essayer de simplement faire de la gestion, ce que je pense on peut fortement reprocher à la gauche à un moment donné où elle était au pouvoir, où elle disposait du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et On est passé à côté de quelque chose on finalement. est passé à côté de quelque chose, oui. Et aujourd'hui, avec la crise sociale, je pense qu'on a des propositions assez radicales et on peut les porter avec un peu de clarté. Et je pense que ça peut marcher et que ce mouvement, il peut être grand et ça peut être un beau front populaire. Alors, on a vu une grande union de la gauche lors de la loi, le projet, ou les projets de loi sur la réforme des retraites, avec des mouvements sociaux importants à ce moment-là. Il y a une union de la gauche, il y a aussi une union des syndicats, donc des corps intermédiaires. On les a un peu oubliés aujourd'hui, les corps intermédiaires. Il faut là aussi leur redonner la place qu'ils doivent avoir. Ah bah oui, effectivement. Enfin, c'est comme les syndicats, tous ceux qui doivent mener la bataille pour leur service public, pour le social, ils doivent être sur le terrain et c'est à eux qu'on doit avec eux qu'on doit mener les discussions, les entendre et manifester, notamment, on l'a vu pendant la réforme des retraites. C'est des personnes, des collectifs qui se mobilisent pour la France et parfois on les entend pas assez, mais c'est eux les experts, c'est eux qui connaissent leur sujet et donc on doit vraiment les écouter. Alors on a un paysage politique compliqué aujourd'hui. On a aussi une France fracturée avec l'arrivée du communautarisme dans certaines régions. Là encore, il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais voilà, on a ces sujets-là. Là aussi, il faut que la gauche s'en empare avec voilà peut-être un discours à LFI qui n'est pas forcément toujours clair sur le sujet. En tout cas, il faut être clair. Je pense pas qu'il faut laisser des zones de flou parfois. Et certains ont des propos, parfois. Certains individus, je pointe pas du doigt des collectifs, des partis, mais certains individus ont parfois des propos qui font qu'on a du mal à savoir ce que veut vraiment la gauche, quelles sont les propositions. Je pense que sur tous les sujets, il faut être clair, on a une ligne, c'est de défendre plus de social, plus d'écologie, plus de démocratie, je le redis. Et donc, il faut jamais lâcher cette ligne directrice et être toujours clair dans les propositions, c'est ça qui fera que on arrivera à gagner les prochaines batailles. Alors les prochaines batailles, elles arrivent. On parle beaucoup de 2027, mais avant, on aura quand même une élection importante, celle des maires, les élus de terrain, ceux qui sont en contact direct avec la population, qui des fois jettent l'éponge ou sont fatigués parce que trop de papasserie administrative, trop de complications, trop de pression aussi. Est-ce que là aussi, il va falloir revaloriser le statut de l'élu de terrain? Alors quand je dis revaloriser, c'est prendre en considération l'élu de terrain qui est au contact direct avec la population. Il faut revoir totalement le statut de l'élu en général parce que il y a trop de fois où ils ont fait face à des menaces, où ils ont fait face à des pressions diverses et je pense que être élu, normalement, c'est une chance parce que vous représentez vos citoyens et vous vous battez pour des idées. Et donc, faut que les gens ils s'engagent dans ces élections municipales notamment parce que c'est la proximité, c'est se battre pour son bourg, pour son collège, pour son lycée, c'est pour se battre pour les écoles et en fait, vous vous battez vraiment pour ce qui se passe autour de chez vous. Et donc c'est important de s'engager dans ces élections départementales, municipales et ne pas le voir comme une pression, menace et c'est pour ça que ce statut il doit être revu. Et en tout cas apporter une protection qui est nécessaire pour les élus. Alors, un dernier mot. Je voulais vous entendre sur quelque chose que j'ai lu dans la presse ce matin. Le PS ne va pas s'opposer à la discussion autour de la destitution d'Emmanuel Macron, le fameux article 68, mais il ne la votera pas. Exactement. Alors, donc pour expliquer un petit peu, nous allons voter au bureau de l'Assemblée nationale, via nos élus du bureau, la recevabilité de la procédure de destitution, donc ce qui veut dire qu'on laisse l'étude à l'Assemblée nationale de cette procédure. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on votera pour dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, les socialistes voteront contre, car nous, on est dicté par le droit. Évidemment, je pense pas qu'il faut détourner le droit quand il existe et quand il est clair, notamment dans la Constitution. L'article 68, il dispose que si le président de la République manifestement manque à ses devoirs. Je ne crois pas que nommer un Premier ministre, c'est manifestement
manqué à ses devoirs. Nommer un Premier ministre, si on n'est pas d'accord, on le censure. Donc on est pour la motion de censure, pas une procédure de destitution. Et dans ce cas, je pense aussi une deuxième chose, que si on va jusqu'à la procédure de destitution qui est vouée à l'échec en réalité, c'est l'histoire de la Ve République sur ces procédures, on donnerait une certaine légitimité à Emmanuel Macron qui dirait, vous voyez, les députés ont décidé de me garder. Et donc c'est pour ça que les socialistes voteront contre à l'Assemblée. Voilà, avec quand même l'épée de Damoclès de la motion de censure, et non pas de la destitution, on est bien d'accord, de la motion de censure. Elle peut arriver vite, et ce sera vraiment ma toute dernière question, elle peut arriver vite cette motion de censure? Oui, je pense que le gouvernement Barnier n'est pas en place pour durer très longtemps, je pense, parce que évidemment on aura des divergences profondes au niveau du budget. Une fois que le budget va arriver à la commission des finances de l'Assemblée nationale, on va voir très vite les divergences entre les groupes politiques. Et je pense que par habitude, et c'est la coutume, normalement, on vote contre le budget quand on est dans l'opposition. Donc ceux qui sont dans l'opposition, à eux de prendre leurs responsabilités et à Michel Barnier d'être censuré si ça doit être des mauvais choix. Voilà, la chronique politique promet de belles heures dans les jours à venir. Axel Fachus, animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère, était notre invité politique ce matin dans la matinale. Merci d'être venu au micro de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.